Wall Street qui a clairement salué la semaine dernière la victoire de Trump au lendemain de son élection. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir si cet enthousiasme, est-ce qu'il peut durer ou pas? Réponse avec vous, Vincent Juvins. Bonjour Vincent. Bonjour. Stratégiste chez JP Morgan Asset Management. On a vu une fièvre dans la foulée des résultats sur le dollar, sur les taux longs et sur Wall Street quand même, le lendemain, enfin le jour des résultats, entre 3 et 4% sur les marchés américains. Ça vous a surpris la violence, donc, entre guillemets, de ces hausses, à la fois sur le dollar, sur les taux longs américains, à Wall Street? Donc, quelque part, c'était le scénario attendu dans le cas d'espèce d'une victoire claire et franche d'un camp comme de l'autre. Et ici, en l'espèce de Donald Trump, réellement, on s'attendait à des hausses de taux, des hausses du dollar et des hausses des marchés. Et surtout, au-delà de Wall Street, c'est réellement de voir qu'il n'y a pas uniquement les grandes capitalisations américaines qui ont bien réagi, mais les petites et moyennes capitalisations qui étaient restées un petit peu en retrait ces derniers mois dans le mouvement de hausse des marchés. Et là, on voit que finalement, il y a un peu ce passage de Wall Street à Main Street. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait le tissu économique de l'Amérique profonde, les petites et moyennes entreprises, réagit positivement à cette élection et aux perspectives que celle-ci amène. Et sur le billet vert, est-ce qu'il pourrait continuer à s'apprécier sous une présidence Trump? Je disais qu'ABN AMRO et ING voyaient carrément sur un retour à la parité, alors je ne sais plus à quel horizon, entre l'euro et le dollar. Quand on évoque évidemment une paire de devises, évidemment, en tout cas, il faut s'intéresser à ce qui se passe des deux côtés. Ouais. Alors, il est certain que l'exceptionnalisme américain, quelque part, il est maintenu avec une présidence Trump. On va avoir une baisse de la fiscalité, des investissements supplémentaires, on va avoir une économie qui sera vraiment sous stéroïdes, quelque part. Et puis, en Europe, on sent bien que les choses sont un peu plus difficiles. On a eu la semaine dernière la coalition allemande qui est tombée. On a des discussions budgétaires qui s'éternisent dans un certain nombre d'États membres. On a trop peu d'intégration européenne. Donc, quelque part, il y a des raisons de penser que le dollar peut être bien supporté et des raisons de penser que l'euro pourrait être, lui, déforcé aussi. Donc, la parité à voir, mais en tout cas, en l'état actuel de nos connaissances, c'est clair que s'attendre à un dollar plus fort contre euro est notre scénario. Bon, et sur les taux souverains américains, le mouvement il est notable quand même, parce qu'en septembre, on était autour de 3,5, 3,6 sur 10 ans américains. On a gagné quasiment 90 points de base, on est proche des 4,5% sur les taux souverains américains à 10 ans. Ça le rend de nouveau attractif. Est-ce que ce n'est pas aussi un point de vigilance? Même si c'est une opportunité de placement. Alors ça le rend attractif. Alors nous étions prudents sur notre exposition au taux d'intérêt aux États-Unis, sachant évidemment que le résultat de l'élection allait probablement propulser les taux de manière plus élevée. Ce qu'on a vu, ça a été relativement contenu. 4,5, ça reste finalement moins que ce qu'attendaient certains prévisionnistes. Alors il y a évidemment des risques, c'est que la politique budgétaire de Donald Trump dans les prochaines années fasse déraper le déficit, augmenter l'endettement public, soulève des questions de soutenabilité de la dette publique aux États-Unis, ce qui pourrait éventuellement emmener les marchés à demander davantage de primes pour ce risque de soutenabilité de la dette. Oui. Je pense qu'on n'en est pas là. La dette américaine est essentiellement détenue par les Américains eux-mêmes. 75% de cette dette est détenue par les Américains eux-mêmes et par les institutions américaines, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays européens. Donc c'est vrai qu'ils ne subissent pas de la même manière les craintes, en tout cas sur les marchés financiers internationaux. Donc ça, c'est un élément de stabilité. 75% de la dette publique américaine est détenue par des investisseurs américains. Oui, 50% par le public, le reste par banques et institutions, oui, une écrasante, et Banque centrale américaine évidemment, qui est un large détenteur de cette dette suite au programme de rachat d'actifs. Est-ce qu'il les rend moins sensibles à toute... Moins sensible, mais pas insensible. On a quand même un programme qui est réflationniste, qui peut pousser les taux. Néanmoins, 4,5%, 5% dans une fourchette qui est particulièrement attractive, me semble-t-il. Un taux à 10 ans américain intègre les perspectives d'une politique pro-croissance, encore une fois, pro-inflation de Trump? Il me semble, le niveau de taux actuel est au-dessus de ce qu'on estime être le taux juste pour les États-Unis. On est bien 0,5% au-dessus de ce niveau, donc ça me semble attractif. Avec ce programme. Avec ce programme. Cela étant, n'oublions pas que ce programme est un programme évidemment réflationniste avec beaucoup de déficits, beaucoup de dettes, mais potentiellement créant dans le même temps de l'inflation et de la croissance. Donc qui aide à rembourser cette dette et à la réduire dans le même temps. Néanmoins, sur les marchés obligataires, il y a sans doute mieux à faire que d'acheter des bons du Trésor américain. Aujourd'hui, la baisse de la fiscalité attendue pour les entreprises, la bonne tenue de l'économie américaine fait que les obligations d'entreprise, le crédit à haut rendement ou pas, est probablement une meilleure opportunité pour les investisseurs. Sur les actions, ce potentiel de baisse d'impôts, notamment sur les sociétés, une moindre régulation, un climat global qui est favorable aux boîtes, aux entreprises, c'est tout bénef pour Wall Street. Et je fais le lien avec le fait que Wall Street ait beaucoup progressé sous Trump 1. On peut imaginer que ce soit pareil sous Trump 2, même si les niveaux de valorisation sont peut-être plus élevés
aujourd'hui que ce qu'ils étaient au moment où Trump est arrivé au pouvoir en 2016. Oui, alors je ne ferai pas directement le lien avec Trump pour autant, puisque finalement les performances des marchés boursiers sous Trump 1 étaient finalement similaires à ce qu'on avait pu avoir sous Obama et inférieures à ce qu'on a pu avoir sous Joe Biden. Donc on s'en fiche des baisses de taux d'imposition. Donc quelque part, je dirais la couleur politique n'est pas prépondérante. La baisse de la fiscalité peut constituer un boost évidemment. Attention toutefois que cette baisse de la fiscalité est compensée par une augmentation des droits de douane, ce qui pourrait être négatif pour l'activité économique aux États-Unis. Donc il faudra voir dans l'arsenal de mesures déployées ce qui est positif, ce qui est négatif. La baisse de la fiscalité, c'est bon pour les résultats nets des entreprises que les actionnaires captent évidemment dans les résultats boursiers. Alors, je pense que c'est bon pour Wall Street, mais Kamala Harris aurait été également bonne pour Wall Street également. Elle met des hausses d'impôts sur les sociétés quand même. Hein. Oui, mais Wall Street a cela pour elle qu'aujourd'hui, les croissances bénéficiaires, et on l'a encore vu à l'occasion du troisième trimestre, sont excellentes. Les marges des entreprises américaines sont particulièrement élevées dans un contexte international. Elles avaient la capacité d'absorber éventuellement une hausse d'impôts. Qu'à cela ne tienne, des baisses d'impôts, c'est bienvenu pour Wall Street. Ça va encore booster la rentabilité nette pour les actionnaires qui les tiennent. Je pense que ce qui est intéressant et ce qu'on a pu voir la semaine dernière, c'est qu'on a eu, durant le premier semestre 2024, Wall Street drivé par une poignée de valeurs et surtout le secteur technologique. Depuis le second semestre, on est rentré dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a vu l'ensemble des autres secteurs commencer à c'est plus sain. Apporter de la performance au S&P 500. On regarde d'ailleurs un indice qui est le S&P 500 equal weighted, c'est-à-dire que chaque valeur a le même poids au sein du S&P 500 comparé au market cap weighted, où évidemment le secteur technologique est le poids lourd. Eh bien, on voit que ce equal weight affiche une meilleure performance par rapport au S&P 500 depuis juin, et on a vu la semaine dernière que bien d'autres secteurs se sont joints au secteur technologique, les bancaires, les petites et moyennes capitalisations. Donc on peut parler d'élargissement de la performance, clairement. C'est plus sain, c'est mieux diversifié, et quelque part ça nous conforte évidemment que rester investi aux États-Unis, rester, comme on dit en jargon, surpondéré aux États-Unis, c'est toujours aujourd'hui pertinent. C'est ça. Il faut rester surpondéré sur les actions américaines, mais pas pour les mêmes raisons et pas sur les mêmes valeurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les valeurs technologiques, qui me semblent toujours pertinentes. Je ne pense pas qu'il y a de problème sur le secteur technologique. Il se paye plus cher que le reste du marché. On parle à peu près de 30 fois les bénéfices attendus contre 22 fois les bénéfices attendus pour le reste du marché. Mais ceci se justifie par des perspectives, en tout cas en termes de croissance bénéficiaire, qui sont supérieures. Néanmoins, tout l'enjeu est aujourd'hui de déterminer quels seront les gagnants de demain de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on voit très clairement, c'est le cloud, c'est les services, c'est les apps, et on voit clairement qui en sont les gagnants. Demain, d'autres secteurs vont l'intégrer. Dans les médias, dans la finance, dans l'automobile. On parle dans le monde de l'automobile d'ici 2030 de ce que la valeur d'une voiture sera pour 50% dépendante des softwares, de l'IA embarquée, plus que du reste. Et là, c'est évidemment un tournant auquel on doit être particulièrement sensible en Europe, puisque nous, vraiment, on a basé notre recherche et développement sur la capacité à créer des bons moteurs pour notre voiture. Demain, c'est la capacité d'embarquer des bons softwares, une bonne IA qui fera la valeur du véhicule. Donc, il est important pour nous de repérer aux États-Unis et ailleurs quelles seront les valeurs qui vont pouvoir le mieux intégrer cette IA et faire la différence dans leurs marchés respectifs. Donc, pour conclure, on peut se dire que sous Trump, mais sans que ce soit uniquement grâce à lui, même s'il a un programme qui est quand même largement pro-business et pro-business America First, on va dire, on peut imaginer avoir Wall Street qui soit orienté à la hausse. Oui, ça entérine l'idée de poursuite de cet exceptionnalisme américain, à la fois sur le plan économique et sur le plan des marchés financiers. Maintenant, on n'est pas à l'abri, évidemment. Encore une fois, la Maison-Blanche ne détermine pas la direction de Wall Street. Il peut y avoir au niveau international tensions géopolitiques et ainsi de suite qui peuvent, le cas échéant, amener à des consolidations sur le marché. Ce ne sera évidemment pas une ligne droite, mais enfin, il me semble qu'on a un terreau fertile pour une poursuite de la hausse de Wall Street au cours des semaines, des mois et des années à venir. Et autant la guerre commerciale peut faire mal aux entreprises européennes, sauf celles qui sont déjà installées sur le marché américain, autant quel impact la guerre commerciale qui pourrait être réactivée par Trump aurait sur les sociétés cotées à Wall Street ? Simplement le coût des intrants. Aujourd'hui, il y a quand même une industrie aux États-Unis que Trump entend relancer, une réindustrialisation des États-Unis, augmenter les barrières tarifaires sur les matières premières qui rentrent le cas échéant aux États-Unis ou les produits intermédiaires, c'est augmenter les coûts de manière générale. Donc c'est potentiellement avoir des coûts de fonctionnement plus élevés pour les consommateurs, faire face à une inflation plus importante. Je ne sais pas s'il y aura des tarifs douaniers supplémentaires sur les matières premières, ça sera peut-être plus sur les spiritueux, sur les voitures allemandes, ça sera plus ciblé. Hein. On est dans l'inconnu.
parlait évidemment d'une hausse de 10% de manière Voire uniforme 20, sur tous 10 les à importations, 20%. 10 à 20%, 60% sur les produits importés de Chine. Donc là, il faudra évidemment voir ce qu'il en est réellement. Mais là, le risque, c'est que ça amène de l'inflation qui, elle, vienne grignoter évidemment les résultats des entreprises et la consommation. Sur l'immigration... J'allais y venir aussi. Je vous en prie. Non, mais politique anti-immigration qui potentiellement risque de créer aussi des tensions sur le marché du travail américain. On les avait vus d'ailleurs assez forts durant la période post-Covid, où on avait presque deux jobs disponibles pour chaque demandeur d'emploi, donc ça va créer des tensions importantes et une impossibilité des entreprises à pouvoir croître du fait du manque de ressources humaines. Oui, mais tout ça, donc tension sur le marché du travail, ça veut dire des salaires plus élevés, ça veut dire ça vient rogner les coûts et les marges des entreprises. Pareil pour les tarifs douaniers sur éventuellement des matières premières ou des intrants dont ont besoin les industriels américains. Tout à fait. Tout ça vient manger les marges, c'est pas bon pour Wall Street. Hein. C'est pour ça que je me permets à ce stade d'évoquer un terreau fertile, finalement une inertie qui est déjà très positive aux États-Unis économiquement et sur les marchés financiers. A priori, un certain nombre de mesures annoncées qui sont supportives pour Wall Street et pour l'économie, mais un certain nombre d'incertitudes qui pourraient nous revenir comme un boomerang et venir grignoter en effet les bénéfices de ces entreprises. Donc, il n'aime pas voir Wall Street baisser. Il n'aime pas voir Wall Street baisser, on dit Donald Trump. Donc, je pense que ce sera un baromètre de sa politique également, oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Merci à vous. Merci.